L'Église a été le moteur principal du progrès de l'éducation populaire sous l'Ancien Régime et non pas son obstacle ou un ennemi. Cela s'est vérifié à toutes les périodes. L'histoire de l'enseignement à tous les niveaux dans le Haut Moyen-Âge est celle des efforts déployés par l'Église pour préserver les sciences et sauver la civilisation menacée. Du 5e au 11e siècle, le clergé est le seul à s'intéresser aux choses de l'esprit. Et si nous voulons connaître l'état des sciences et des lettres à cette époque lointaine, c'est presque uniquement aux documents ecclésiastiques qu'il faut se référer. Ce sont les collections de conciles et de synodes qu'il faut consulter. Pendant longtemps, les seules écoles dont nous parlent les textes sont les écoles paroissiales, monastiques, épiscopales, et plusieurs siècles passent avant que les administrations communales et les communautés d'habitants envisagent d'avoir leur propre établissement et leur propre maître. Le célèbre Antoine Loisel, très laïque dans ses idées, disait en 1587 dans un plaidoyer pour l'Église et l'éducation populaire « Je veux remonter plus haut à la source et à l'origine de nos écoles, et non seulement de cette ville, mais de toute la France et généralement de toute la chrétienté, et montrer qu'elles sont cléricales et ecclésiastiques, saintes et sacrées, et non pas laïcales et séculières. » Or en France, lorsque ce royaume fut établi dans la religion catholique qui est dès son fondement sous le roi Clovis, premier chrétien, le soin des écoles se trouva toujours avoir été aux côtés des ecclésiastiques et notamment des évêques et des abbés auxquels nous devons la conservation des lettres et des sciences, niant jadis d'autres écoles que les cloîtres, les églises et les monastères, ou par le moyen des évêques, chantres et chanoines d'Issel. La plupart de ceux qui enseignèrent furent ecclésiastiques. Ecclésiastique aussi fut presque partout le financement des écoles à tous les degrés. Au XVIe siècle, la lutte fut très vive entre l'Église catholique et la prétendue réforme des protestants. Les partisans des idées nouvelles firent certes de beaux discours en faveur de la diffusion des connaissances, ils créèrent même certaines écoles, mais l'Église solidement implantée déjà sur ce terrain s'y maintint avec une énergie décuplée par le danger de la concurrence qui lui était faite, et ce fut justement en ces temps mauvais où la guerre accumulait partout les ruines que la contre-réformation catholique réalisa avec le plus de zèle et d'ardeur persévérante son œuvre de restauration, son œuvre de science et de lumière. Il est indéniable que de la fin du XVIe siècle à la Révolution, un mouvement très large, puissant, fécond, s'est produit en France en faveur de l'école populaire. L'Église fut l'acteur le plus actif et le plus dynamique de ce mouvement. Je le répète, s'il est un fait établi pour ceux qui ont étudié, même superficiellement, l'histoire de l'instruction primaire en France au siècle passé, c'est le dévouement avec lequel elle a partout œuvré à la diffusion des enseignements dans les masses populaires. Ce sont les conciles qui ont proclamé la nécessité de l'instruction primaire, ce sont les synodes diocésains qui, après avoir enflammé le zèle des ecclésiastiques et leur avoir ordonné de s'employer de tout leur pouvoir à la fondation des écoles, ont donné à celles-ci de sages règlements. Ce sont les évêques et les prêtres qui les ont créés, dotés, inspectés, et les congrégations religieuses ont éduqué des multitudes innombrables d'enfants du peuple. Le Concile de Trente se préoccupa à plusieurs reprises des questions d'éducation. Il confirma des décrets des conciles de Latran de 1179 et 1215 et ordonna, dès sa 5e session, qu'il y ait des églises dont les ressources seront trop faibles et le nombre de fidèles et de clercs trop réduit pour qu'il soit utile d'avoir un professeur de théologie, au moins un professeur de grammaire qui donnera des cours gratuits aux clercs et aux pauvres élèves afin qu'ils puissent ensuite poursuivre des études plus avancées. On attribuera à ce clerc les revenus d'un bénéfice où il percevra un salaire prélevé sur les sources de l'évêque ou du chapitre. Ces décisions furent généralement appliquées. L'analyse de nombreux documents d'archives, dit M. Maggiolo, m'a convaincu que partout, volontairement ou par obligation, les 526 chapitres qui existaient en France avant la Révolution remplissaient le devoir qui leur était imposé par les conciles de créer et de maintenir des écoles pour le peuple. En conséquence, des décrets de disciples du Concile de Trente
De nombreux conciles provinciaux eurent lieu dans la seconde moitié du XVIe siècle. Parmi les villes qui les accueillirent, on peut citer Narbonne, Rouen, Aix, Bourges, Cambrai ou encore Bordeaux. Tous eurent à cœur de restaurer les écoles et de faire vivre les lettres. Le concile de Narbonne en 1551 établit les règles les plus judicieuses pour le choix des maîtres, le programme des matières de l'enseignement et la place qui doit y être faite à la religion. Quant à l'admission des régents, il consacre dans le concile de Cambrai 1565, décide que les évêques devront veiller à ce que les écoles des villes, bourgs et villages de leur diocèse soient rétablies si elles ont été détruites, qu'elles soient augmentées et améliorées si elles subsistent encore, que dans toutes les paroisses, il y ait des maîtres pour instruire les enfants, surtout dans celles qui sont peuplées. Le curé devra, chaque mois, s'informer des progrès des enfants et les doyens ruraux visiteront les écoles tous les 6 mois, ou du moins tous les ans, et en feront le rapport à l'ordinaire. Enfin, en 1631, un dernier concile provincial de Cambrai édicta les prescriptions suivantes. Partout où il n'existe pas encore d'école, les doyens devront faire en sorte qu'il en soit établi, même en sollicitant l'aide du bras séculier, et prendront également des mesures pour assurer aux maîtres des appointements annuels. En 2, on aura soin que les maîtres instruisent seulement les garçons et les maîtresses les filles. Si dans certains villages, on ne peut l'obtenir, que du moins les garçons et les filles soient instruits dans des lieux différents et à des heures distinctes. En numéro 3, les curés insisteront auprès des magistrats et autres personnes revêtues d'autorité pour contraindre les pauvres en les privant des aumônes et les autres par divers moyens à envoyer leurs enfants et leurs domestiques à l'école dominicale. En numéro 4, tous les 6 mois, les écoles des villes seront visitées par les écolâtres des chapitres et les autres par les doyens de la chrétienté, à ce commis par les évêques. En numéro 5, dans les écoles dominicales, les garçons et les filles n'apprendront pas seulement à lire et à écrire, mais on leur enseignera également la religion. On voit comment l'Église, dans ses conciles, s'est souciée de l'enseignement populaire. Comment, surtout après la crise du XVIe siècle, elle a fait de généreux efforts pour remettre à la portée de tous, avec l'instruction religieuse, les premiers éléments des connaissances humaines. À partir du milieu du XVIIe siècle, le pouvoir royal n'a autorisé que très rarement la tenue de conciles provinciaux. Dans une certaine mesure, ils ont été remplacés par des assemblées générales du clergé. À plusieurs reprises, elles ont suggéré au gouvernement des mesures utiles pour l'enseignement populaire. L'Église a toujours continué à s'en préoccuper activement et on a la preuve à chaque fois que, dans les grandes bibliothèques, on parcourt les recueils des statuts synodaux de nos anciens diocèses qu'elles ont conservés. En prenant dans chacun d'eux les dispositions relatives aux écoles, on pourrait facilement constituer un gros volume qui rendrait un grand hommage à notre ancien clergé et montrerait comment, sur le terrain de l'instruction publique, comme sur bien d'autres, il a été autrefois un initiateur éclairé, un infatigable agent du progrès. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt, salut!